Merci, Monsieur le Ministre, de nous accorder cet entretien sur TV5 Monde. Alors, avant d'évoquer la situation en Centrafrique et puis ensuite le Conseil européen de défense et de sécurité qui se tient aujourd'hui et demain à Bruxelles, peut-être un mot d'abord sur cette actualité, ce coup dur pour la France et l'industrie française. Le Brésil a finalement choisi l'avion de chasse du groupe suédois Saab, le Gripen, plutôt aux dépens de l'avion français, le Rafale du groupe Dassault. Comment expliquez-vous cet échec ? Et aux dépens de l'avion américain aussi. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas une bonne nouvelle parce que nous avions beaucoup agi pour que le Brésil, dans le cadre de la rénovation de son armée de l'air, prenne le Rafale, qui nous paraît un avion de très grande qualité, qui est aujourd'hui dans les armées françaises et qui a montré toutes ses capacités dans les conflits récents. Mais c'est de la responsabilité du Brésil. Ce pays est souverain et élabore ses choix comme il l'entend. Donc on le regrette. Mais c'est pas la fin de l'histoire pour deux raisons. D'abord, c'est pas la fin de l'histoire pour le Rafale, parce que c'était pas, comme l'on dit, notre prospect prioritaire, puisque nous avons beaucoup misé sur l'Inde et sur les pays du Golfe, et je suis convaincu que nous aurons des résultats là-bas. C'était là-bas la priorité, c'est là-bas que les prospects sont les plus intéressants. Et puis c'est pas la fin de l'histoire pour notre relation avec le Brésil, parce que en matière d'armement, on ne le dit pas assez, il y a une longue collaboration avec ce pays qui est en cours dans le domaine des sous-marins, puisque nous avons un partenariat pour la construction de 4 sous-marins au Brésil, dans une unité que nous fabriquons ensemble avec les Brésiliens en ce moment, pour des montants qui dépassent le montant de la commande Rafale s'il avait eu lieu. Et nous avons une très bonne collaboration dans le domaine des hélicoptères et dans le domaine satellitaire. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors cela fait maintenant 2 semaines, très exactement, Monsieur le Ministre, que la France s'est engagée en Centrafrique. L'opération militaire Sangaris est toujours en cours. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de cette intervention ? Écoutez, j'y suis allé il y a quelques jours et les informations que j'ai maintenant me le confirment. La tension a baissé. Nous ne sommes plus dans les situations de violence que nous avons connues antérieurement sur Bangui, mais aussi sur d'autres villes de la Centrafrique. Et la seule présence de nos forces accompagnant les forces africaines a permis de faire baisser d'un cran, voire même de 2 crans, les tensions sur le territoire. Il y a eu beaucoup de violence, Monsieur le Ministre, y compris lorsque les troupes françaises étaient arrivées. On a vu des actes de vengeance de part et d'autre. Mais c'est tout cela qui a baissé. Mais la situation reste précaire. Et donc la France, par mon intermédiaire, mais le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, appelle l'ensemble des acteurs à la paix, la sérénité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, l'aide alimentaire, l'aide humanitaire, la reconstruction ne pourra pas se tenir. Et c'est pourquoi nous sommes très actifs dans ce que j'appelle le désarmement impartial. Le désarmement impartial, ça veut dire que les ex-Séléka et les ex-anti-Balaka posent les armes et qu'ils soient protégés une fois que les armes soient posées et que cela n'entraîne pas des vengeances ou des représailles de tel groupe sur tel autre. Parce qu'il y a des extrémistes de part et d'autre et qui jouent contre la population centrafricaine, quelle que soit sa confession. Et il faut mettre un coup d'arrêt à ces dégradations de la sérénité dans ce pays et mettre un coup d'arrêt aux représailles et aux violences. C'est en cours, c'est long, mais c'est en cours. Et il faut que les habitants de Centrafrique se rendent compte que tout avenir passe par le désarmement impartial. Alors j'entends qu'on me dit ici, on a désarmé plutôt les ex-Séléka, là on a désarmé plutôt les anti-Balaka. Non, on n'a pas de discrimination dans le désarmement. Au fond, les populations mais l'un et l'autre, en disant depuis que l'armée française est arrivée, des deux côtés. Quand on désarme des anti-Séléka, on nous dit mais vous ne désarmez pas les anti-Balaka, et réciproquement. Nous faisons notre travail de manière impartiale, et c'est pas uniquement au nom de la France. C'est au nom de la communauté internationale. Et c'est pas uniquement la France qui le fait. Ce sont aussi les forces africaines qui sont là, les Congolais, les Camerounais, les Tchadiens, les Gabonais, demain les Burundis. Tous ces militaires sont dans la même logique. Il faut désarmer pour permettre la reconstruction. Et je suis très frappé dans mes entretiens il y a quelques jours à Bangui de la posture des autorités religieuses
que ce soit le président de la conférence islamique, que ce soit le président de la conférence évangélique, que ce soit l'archevêque de Bangui, qui tous parlent d'une même voix. Il faut éviter l'affrontement confessionnel. Le sujet n'est pas celui-là. Chacun a son choix religieux et chacun doit respecter le choix religieux de l'autre, mais il faut la sérénité, la sécurité et la paix, et c'est ce à quoi travaillent les forces françaises et les forces africaines. Alors, à l'heure où l'on parle, Monsieur le Ministre, 1600 soldats français sont engagés en Centrafrique aux côtés des soldats africains. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le déploiement de ce 1600 soldats? On sait qu'ils sont à Bangui. Est-ce qu'ils sont dans d'autres villes du pays, comme Bossangoa? Oui, ils sont à Mpoko, déjà. Depuis leur arrivée, ils s'installent et ils se déploient à partir de l'aéroport, mais ils sont déjà à Bossangoa, j'y suis allé, et ils sont maintenant à Bozoum. Donc, les forces françaises et les forces africaines vont s'installer dans l'ensemble du territoire de République centrafricaine pour permettre au calme et la sérénité de revenir et pour enrayer la spirale des violences à laquelle il faut mettre fin, parce que c'est elle qui induit aussi le désastre humanitaire. Alors, un tiers des ex-rebelles de la Séléka que vous évoquiez seraient des Tchadiens. Dans le même temps, la FOMAC, la force d'Afrique centrale, poserait en son sein 650 soldats tchadiens. Vous avez rencontré Idriss Déby il y a quelques jours seulement à N'Djamena, la capitale du Tchad. On a le sentiment que le président du Tchad est à la fois le problème, mais aussi la solution. Que lui avez-vous dit? Mais le président Déby a une position très claire sur cette situation. J'ai eu avec lui un entretien très, très fructueux. Il y a les forces tchadiennes envoyées par le président Déby dans le cadre de la FOMAC, maintenant, à partir d'aujourd'hui, la MISCA, c'est-à-dire au sein de l'Union africaine. L'Union africaine, pardon. Mandatée par les Nations Unies, selon le nouveau mandat des Nations Unies qui commence aujourd'hui, 19. Ces forces-là, elles obéissent au général Toumanta, qui est le nouveau général camerounais, qui dirige la MISCA désormais, et il le fait en bonne coordination avec le général Soriano, qui dirige Sangaris, les forces françaises. Bien. À côté de cela, il y a au sein de l'ex-Séléka des éléments qui proviennent du Tchad, mais d'autres qui proviennent du Cameroun, d'autres qui proviennent du Soudan. Ceux qui ne sont pas des Centrafricains, il faut qu'ils rentrent chez eux. Certains ont déjà commencé à le faire. Et c'est la position du président Déby. Et c'est une bonne chose. Ainsi, la clarté doit se faire. Et c'est la position que nous défendons dans nos discussions politiques et avec le président Déby et avec le président d'Autodia. Il faut que ceux qui viennent d'ailleurs retournent dans leur pays d'origine. Alors on a coutume de dire, Monsieur le Ministre, que l'on sait quand on commence une guerre, on ne sait pas quand on la termine. La France envisage de pacifier la Centrafrique d'ici 6 mois, en 6 mois. Est-ce que vous pensez que l'objectif est tenable dans un pays, on le rappelle, qui est grand comme la France et la Belgique réunies? Oui, mais qui a moins d'habitants. Et la France ne le fait pas seule. Elle le fait avec un mandat express des Nations Unies, qui cite la MISCA et la France. Donc nous accomplissons cette mission au nom de la communauté internationale. Et nous en avons donc toute la légitimité. Et nous le faisons de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, je le redis. Et nous ferons cette mission dès que nous pourrons passer le relais à la MISCA et dès que la MISCA se sera complètement déployée, c'est-à-dire dès que le minimum de sécurité sera établi sur ce territoire auquel nous sommes très attachés. Alors on évoquait il y a 2 jours, même hier, l'envoi de 150 soldats belges pour épauler les soldats français. Pourquoi est-ce qu'à ce jour, il n'y a pas de soldats européens autres que français sur place? Je vous rappelle que les Nations Unies ont mandaté expressément la MISCA et la France. Ensuite, Laurent Fabius, lundi dernier, a posé la question aux Européens, est-ce que vous voulez nous aider dans cette mission? Et la mission, elle est d'abord MISCA et France. Et certains pays européens vont le faire. Mais ils ont chacun leur procédure de décision qu'il faut respecter. Je sais que les Britanniques nous ont aidés par la mise à disposition d'un avion de transport, les Allemands vont être au rendez-vous, les Polonais sans doute, les Belges vraisemblablement, les Espagnols. Bref, chacun se pose la question parce que chacun voit bien l'enjeu de la sécurité en République centrafricaine et comme c'est une décision des Nations Unies, les pays européens apporteront leur soutien financier et j'espère leur soutien capacitaire s'ils le peuvent. Alors les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles pour un Conseil européen. Cela faisait 5 ans que l'on n'avait pas parlé de défense et de sécurité. Qu'attendez-vous en tant que ministre français de la Défense de ce Conseil européen? D'abord la défense de l'Europe, la défense européenne, ça devient une nécessité.
ça ne peut plus faire l'objet que de discours. Pourquoi ? Parce que d'abord les Américains ont progressivement décidé de réorienter leur présence beaucoup plus vers l'Asie-Pacifique que vers l'Europe. Ensuite, parce que aux frontières de l'Europe, dans le voisinage de l'Europe, il y a toujours des crises, il y a toujours des menaces, il y a toujours des risques, encore plus peut-être de risques aujourd'hui qu'hier. Je pense aux risques terroristes, je pense à la faiblesse des États, je pense aux différentes formes de prolifération. Et donc l'Europe doit se défendre peut-être davantage aujourd'hui qu'hier. Et puis ensuite, il y a les contraintes budgétaires de chacun. Donc on ne pourra pas continuer chacun de son côté dans une telle situation si nous voulons assurer notre sécurité. Alors justement, le président français François Hollande propose de créer un fonds permanent pour financer les opérations extérieures en cas de crise, comme la crise centrafricaine, comme la crise malienne. Il y a beaucoup de réticences. La Grande-Bretagne, semble-t-il, ne veut pas en entendre parler. Comment faire ? Ils vont en parler. Le débat commence aujourd'hui. Mais la position du président Hollande, c'est de dire que lorsqu'il y a des opérations qui sont conduites au nom de l'Europe, à l'extérieur de l'Europe, il faut que les financements soient pris en compte par l'Europe. C'est une position de bon sens. Ça existe déjà en partie par un mécanisme qui s'appelle Athéna. Notre souci, c'est de l'élargir pour que lorsque nous intervenons ensemble, nous financions ensemble. C'est le principe de base. Alors, lors de l'intervention en Libye, il a fallu l'aide de l'OTAN, de la Grande-Bretagne. Est-ce que la France, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, a les moyens de ses ambitions ? Vous évoquez la question des avions ravitailleurs, des avions de transport de troupes également. On sait qu'il y a un déficit en la matière. Le matériel semble parfois vétuste, de l'aveu même de certains soldats. Comment faire, justement, en temps de crise pour remédier à cela ? D'abord, la France a la capacité d'entrer en premier dans des situations de crise. Nous l'avons montré. Ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, nous sommes en Mali. Nous avons été les premiers à intervenir pour enrayer les risques de terrorisme majeurs qui pouvaient se développer sur ce territoire. Nous sommes en Centrafrique, à la demande des Nations Unies, donc nous accomplissons notre mission. Le mieux serait de mutualiser les moyens. Et les moyens dont nous avons manqué dans des opérations antérieures sont au rendez-vous désormais, puisque la loi de programmation militaire que j'ai eu l'honneur de défendre devant le Parlement et qui a été adoptée avant-hier, cette loi prévoit des acquisitions et de ravitailleurs et l'arrivée de l'avion de transport A400M qui, dans quelques jours, sera opérationnel. Donc la France est au rendez-vous, mais il vaudrait mieux que les Européens y soient avec elle. C'est ce à quoi va servir, je pense, ce Conseil européen d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.